bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque en direct de mon salon en ce vendredi matin avant d'aller au boulot. Et j'ai l'air de faire quelque chose de bizarre ici, mais c'est que j'ai un chat ici juste sous le cadrage qui réclame mon attention. J'ai pas le choix. Alors, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Je commence déjà la semaine avec une lecture en cours. En fait, je l'avais entamée dans le dernier vlog, mais comme c'est sûr que je n'allais pas la terminer, j'ai décidé de juste pas vous en parler. Alors, j'ai décidé de poursuivre la saga que j'avais, la série en fait que j'avais entamée de polar suédois de la classique Camilla Läckberg. Donc, la série Patrik Edström et Erika Falk. Donc, je t'ai rendue au tome 3 qui s'appelle Le tailleur de pierre. Je vais mettre la petite vignette ici. Et ça s'enligne pour du pas doux. Je suis contente de retrouver les personnages, mais je ne pourrais pas vous dire tous les éléments de la prémisse parce que c'est une série, il y a vraiment une évolution des personnages principaux dans cette série-là. Puis si je vous dis tout, ça va vous divulgacher potentiellement le premier tome. Donc, en gros, on va aller retrouver ce fameux Patrik Edström qui est un policier et Erika Falk qui est une écrivaine. On les retrouve alors que Patrik Edström vient d'être appelé sur le site de la découverte par un pêcheur, malheureusement, d'un cadavre d'enfant dans la rivière. Et Patrik Edström, sur le coup, va réagir de façon très forte parce qu'en fait, il réalise que c'est la fille de ses voisins. Donc, c'est une petite place où ils sont, à Avjalbaka. Et tout le monde se connaît. Puis là, lui, il réalise que c'est la petite fille des voisins. Donc, il est un peu sous choc parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il gère ça. Puis bon, ça le met tout à l'envers. D'autant plus que, sans trop donner d'informations, mais Patrik Edström est lui-même nouvellement parent. Donc, ça va résonner encore plus fort chez lui. A priori, la mort de cet enfant-là, elle semble accidentelle, malheureusement. Un terrible accident, une noyade. Par contre, très rapidement, on va se rendre compte que oui, elle a bien été noyée, mais il semblerait que ça a été pas dans l'eau de la mer. Donc ici, il y aurait eu meurtre et non pas accident. Alors, bien entendu, ça va changer un petit peu l'orientation de l'enquête et ça va encore plus faire épaissir le malaise parce qu'évidemment, ça implique des gens qui sont proches aussi de Patrik Edström et dans la communauté. Donc, on va suivre ça. Et comme tout bon polar nordique, mais particulièrement habituellement dans les Camilla Läckberg aussi, on a une double temporalité. Donc, on va évoluer en 1923 et 24. Et je pense que c'est en Norvège, mais je suis comme plus sûre, on dirait, dans une carrière. Carrière de pierre. Et on va suivre, dans le fond, la fille du propriétaire, qui est une fille unique, qui est très gâtée, qui est toujours faite à sa tête. Et on va suivre également l'évolution d'un tailleur de pierre, qui est un ouvrier qui est super déterminé, super habile, mais qui est habitué à cette époque-là à faire des grandes journées de travail, à pas avoir un très bon salaire, puis à dire oui, parce que en fait, peu importe ce qu'on lui demande, même si c'est pas toujours quelque chose qui va dans ses convictions, parce que c'est comme ça se passait à l'époque. Et écoutez, on va suivre Agnès et cet homme-là qui vont, visiblement, leurs destins vont se croiser. Donc, on suit ça. Ça a l'air particulièrement houleux. Ça met beaucoup de l'avant en ce moment où je suis rendue, en tout cas, ça met beaucoup de l'avant les différences de classe sociale et la condition des femmes à l'époque, donc avec tout ce qui peut s'encourir par rapport à l'absence de droits des femmes en ce qui concerne la gestion de leur corps, disons qu'on va dire ça comme ça. Donc, il y a ça dans le passé. Et dans le présent, on a, comme je vous dis, Patrik Edström, on va quand même suivre, elle multiplie quand même les points de vue, donc on va quand même suivre certains des personnages principaux. Des fois, ça va être des parties de chapitres qui vont être narrées par ces personnages-là, donc on va avoir accès à leur introspection. Tout de suite, comme avertissement, ça semble, j'ai pas encore mis la main dessus, mais ça semble très, très clair que, bien entendu, comme de toute façon, vous l'avez entendu, que le cadavre trouvé, c'est le cadavre d'un enfant. Donc, ça va visiblement aussi aborder le sujet des violences faites aux enfants. Peut-être des abus, je crois. Ça sent un peu ça, malheureusement. Et aussi des violences faites aux femmes. Donc, c'est pas quelque chose de très doux. Mais habituellement, Camilla Läckberg, son approche est quand même... elle va pas nier l'existence d'une horreur, mais elle va pas non plus s'apesantir sur la description de celle-ci. Donc, on va bien comprendre qu'est-ce qui se passe, mais en ce qui me concerne, c'est comme le niveau de profondeur qui est comme ma limite pour être capable de
quand même bien profiter de la lecture, de la beauté de la plume, mais sans nécessairement que ce soit trop pour moi. Habituellement, c'est toujours bien abordé. Il y a évidemment que tout ce qui est violence, abus, tout ça, c'est bien entendu décrié. Là. C'est pas quelque chose qui est mis de l'avant comme quelque chose de positif. Mais c'est quand même qu'il y a une autrice qui met habituellement de l'avant aussi que derrière aussi, derrière chaque crime, il y a aussi quand même, il y a toujours une part comme peut-être d'histoire derrière le côté sombre de chaque humain. C'est pas de justification, mais d'histoire. Donc voilà où j'en suis. Donc longue introduction, mais c'est ma lecture en cours. Je l'écoute en livre audio, puis à date, je sais pas, je suis en mode cette semaine. La semaine passée, en tout cas, j'étais en mode on lit les livres audio super vite. J'ai fini ça en livre numérique, puis c'est la même chose. Là, je l'ai en livre numérique aussi. Je pense que ça va peut-être être le cas parce que c'est quand même prenant, puis que je veux savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quand même une longue lecture audio. Ben long. Pour une livre audio, c'est quand même assez long, là, c'est 16 heures. Mais je lis aussi en livre numérique, fait qu'à mon avis, je vais l'avancer en mode hybride, comme on dit. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce début de vlog. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est bien entendu de se dire, allez, on se lance ça! Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou rapide parce que je viens de terminer la fameuse lecture de Camilla Läckberg, le fameux Tailleur de pierre, et je l'ai lu assez rapidement. J'ai été complètement habitée par ce roman-là. C'est terrible et excellent. C'est vraiment remuant. Je ne sais pas quoi dire vraiment d'autre. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur l'intrigue à part que en effet, c'est sûr que les doubles temporalités vont nous donner des indices, mais jusqu'à la fin, on s'en doute un peu, mais c'est pas totalement certain. Puis, à chaque fois, on se dit ça peut pas vraiment être ça. Puis, à chaque fois, on se dit ça peut pas être plus terrible que qu'est-ce qu'on apprend déjà. Puis, finalement, c'est pas un roman où Camilla Läckberg ménage ses lecteurs. Mais comme je vous dis, pour moi, ça a été dense. Je pense pas que je pourrais en enchaîner plusieurs comme ça, mais c'est vraiment bien fait. C'est vraiment, vraiment bien fait. Attention, peut-être quand même, trop avertissement, c'est quand même un roman qui aborde, disons, une relation au corps qui est peut-être moins d'actualité maintenant, mais je dirais pas que c'est dans la grossophobie. Donc, on parle vraiment, il y a vraiment une bonne partie qui est sur... il y a deux choses qui sont abordées particulièrement par la bande. Donc, le poids, le surpoids et le syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, c'est abordé avec beaucoup de bienveillance et de volonté d'ouverture et d'information. Donc, des fois, c'est même un petit peu ostensiblement informatif. Puis, on voit aussi la réaction de la société qui malheureusement n'a pas encore vraiment évolué maintenant, mais c'est pas une réaction de société qui est valorisée. C'est une réaction de société qui est comme considérée comme pas bonne par la plupart des personnages. Donc ça, je trouvais que c'est quand même bien. Puis, par rapport à la relation au surpoids, il y a beaucoup de mentions de ça, mais c'est quand même un peu une clé de voûte de quelques-uns des personnages. Donc, c'est sûr que, bon, je comprends pourquoi ça a été fait. Puis, encore une fois, j'ai pas l'impression que ça a été vraiment... C'est pas minimisé comme... C'est-à-dire qu'on constate que c'est comme si on constate que la perception est là, est erronée, l'attente est erronée de la part de la société. Les gens qui font les remarques sur le poids des autres sont considérés comme des gens qui sont pas corrects dans ce roman-là, et j'en dirai pas plus. Cela dit, c'est sûr que ça prend quand même une grande place. Puis, il y a peut-être quelques maladresses, mais on sent que c'est des maladresses qui sont plus des reflets de la société que vraiment des choses qu'on entérine. Donc, c'est la seule chose que je pourrais dire. Peut-être que ça peut activer certaines personnes. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même abordé avec respect. Ça a pris quand même beaucoup de place, mais je comprenais pourquoi. C'était pas comme gratuit. Fait que voilà, c'était juste un petit topo rapide pour la lecture en cours. Je vais laisser me jeter avant de continuer avec les Camilla Läckberg. C'était quand même assez... gérable dans les deux premiers. Là, je pense qu'elle s'en va vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus profond. Puis, ben, on sent qu'il va y avoir du mouvement aussi dans ce qui va tourner autour de Patrick Edstrom. Fait que j'imagine que ça va évoluer aussi à travers les prochains tomes. Mais j'aime toujours bien sa plume de Camilla Läckberg.
C'est pas un style de fou, encore une fois, mais c'est vraiment une efficacité dans la structure, puis dans le développement des personnages, puis dans comment réussir à s'insinuer dans les repères des lecteurs. Donc, ben voilà, c'était remuant. Donc, ben, je vous reviens dès que je lis autre chose, mais c'est mon petit topo pré-souper et post-lecture. Allez, à tout bientôt. Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou après, comme vous avez vu, une balade du dimanche sur l'eau. Pour info, je suis quelqu'un qui a le mal de mer, donc c'est quand même tout un défi, mais bon, avec l'aide de petits médicaments, on s'en est sorti. Je vous ai mis quelques images pour ceux qui aiment l'eau. Bon, voilà, c'est quand même une balade intéressante. Et aujourd'hui, on est lundi, j'ai congé et j'ai toujours pas commencé de nouvelles lectures depuis que j'ai terminé Le Grand Choc de mon Camilla Lackberg. Je m'empêche de les lire en rafale ceux de la série parce que de ce que j'ai compris, c'est que plus ça va, puis plus les tomes sont vraiment haletants, puis ils se terminent sur des révélations chocs comme celui-là, puis ça va donner envie de les enchaîner, mais c'est vraiment assez dense pour moi, donc je pense que je vais quand même un petit peu les étirer. Ce qui fait que j'ai décidé aujourd'hui, comme on est encore dans le caniculaire, oui, c'est pas terminé, j'ai décidé que j'allais laisser les croque-livres que j'allais visiter décider ma prochaine lecture. Donc, les croque-livres, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des boîtes à livres, en fait. Là. Donc, c'est des endroits où, un peu les livres voyageurs, donc les gens viennent déposer des livres, d'autres viennent en prendre et tout. Et il y en a maintenant pas mal dans la plupart des villes dans mon coin. Et ben, j'en visite beaucoup dans mon village. Mon village, ce sont des boîtes à livres, entre guillemets, sauvages, dans le sens que c'est des initiatives citoyennes, mais ça ne fait pas partie du réseau Croque-Livre officiel. Le réseau Croque-Livre, c'est une compagnie qui crée des boîtes à livres avec un modèle particulier. On peut les commander chez eux et on peut inscrire notre boîte à livres, dans le fond, si c'est une croque-livre, sur leur réseau à eux, ce qui fait que c'est facile de les trouver. Donc, il y a beaucoup de municipalités qui ont choisi cette option-là parce que c'est comme du clé en main. Donc, pour cette fois-ci, je vais aller dans des croque-livres seulement, donc pas des boîtes à livres sauvages. Et c'est des croque-livres, donc, que je vais rarement visiter, ce qui fait que je vais me permettre d'aller... là, je suis à côté d'un croque-livre. J'en ai peut-être 4 ou 5 que je peux visiter dans une ville voisine. Puis, il faut que ce soit dans ces 6 croque-livres-là, 5 ou 6 croque-livres-là, que je trouve ma prochaine lecture. J'ai pas le choix. Donc, bon, je vais quand même laisser les paris ouverts. Là. Je vais essayer que ce soit un roman, mais ça pourrait peut-être être un roman jeunesse, ça peut peut-être être une BD. Je vais voir ce qu'il y a. À ce temps-ci, comme c'est le début des vacances, les croque-livres sont un petit peu vides ou tout ce qu'il y a, c'est des trucs pas très intéressants. Mais allons-y, c'est ça le jeu. Donc, on va voir ce que je vais lire potentiellement après. Allez, je vous emmène. Bon, alors pour celui-ci, je pense que ce sera peut-être pas le meilleur. Donc, du Nora Roberts, plus romance, moins mon genre. Un guide de voyage de Rome et mon grand livre d'histoire Disney. Donc, comme je vous disais, il est assez vide, mais c'est aussi proche d'un centre de la petite enfance puis de camp de jour. Donc, ça sont sans doute plus consultés. Ah ben voilà, déjà, c'est un peu plus prometteur quand même. Un peu plus de choses, beaucoup de romances en haut. Qu'est-ce qu'on pourrait... À la maison au pignon vert, je vois un India Desjardins, peut-être André Makin. Bon, alors écoutez, c'était pas super intéressant, mais à tout hasard, j'ai quand même pris le André Makin. Je vais me permettre de prendre peut-être 2 ou 3 si jamais j'en trouve, puis ceux que je prendrai pas, ben je les remettrai soit dans le dernier croque-livre ou dans les boîtes à livres de mon village. Voilà.
les Philippe Pullman à la maison, ça pourrait être intéressant. Into the Wild, Jon Krakauer, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de l'air? Ben, écoute, peut-être bien. Eh bien, écoute, on va élire le fameux Into the Wild. Ça faisait un moment que ça m'intriguait, donc pourquoi pas? Bon, celle-ci, habituellement, est un petit peu moins prometteuse. Je l'avais souvent vue. Il y a plus de tout. Jon Irving, déjà lu. Peter Woodcock, Daniel Steele, pas vraiment mon genre. Spiderwick, quand même. Ouh, vintage, autant on emporte le vent. Encore Spiderwick. Hélène de Champlain. On va voir ce qu'il y a là, mais je suis pas sûre que je vais pouvoir prendre quelque chose. Non, à moins que je lise un Spiderwick, le premier livre peut-être. Est-ce que de l'air? Ben écoutez, peut-être que je préfère ça. Alors, Spiderwick, ce sera donc, et c'est peut-être tentant, parce que c'est un auteur, Tony DiTillerzi, que j'avais bien aimé dans le jeunesse. Puis c'est une série qui roule depuis longtemps, les Spiderwick, puis je n'avais jamais lu, donc peut-être. Bon, eh bien, ça a été correct. C'était pas la grande récolte, je m'attendais pas non plus à une grande récolte. Il fait très chaud, donc après, j'en ai fait quand même 6, 4, 5, je me souviens plus. 1, 2, 3, 4, 5, je pense. Puis c'est les seuls qu'il y avait à Belleuil et à Saint-Mathieu-d'Oeil, donc proche de chez moi. Donc voici la récolte, c'est ce que je vous avais montré. Donc le Into the Wild de Jon Krakauer, Henry Makin, La vie d'un homme inconnu et le premier tome des Spiderwick de Tony DiTillerzi. Je vous dirais que l'état dans lequel je suis en ce moment, avec j'aurais tendance à aller soit vers le Into the Wild, parce que c'est comme une espèce d'enquête, fait que même si c'est peut-être un peu prenant quand même, sinon j'irais avec le DiTillerzi. C'est quelque chose qui me permettrait aussi de découvrir la série puis voir c'est quoi le genre. Parce que des fois, dans mon métier, il y a des gens qui vont me demander des livres comme mettons, Spiderwick. Ça me permettrait. On est dans le fantastique, fantasy, je pense. Puis à l'arrière, c'est quand même intéressant. Là. Il y a une petite couverture qui dit de ne pas lire un livre. Donc, je vais vous dire ma décision finale. Je pourrais aller voir 2 autres croque-livres en revenant à la maison qui ne sont pas des croque-livres, qui sont des boîtes à livres. Mais j'avais dit que je faisais le tournée des croque-livres, donc je vais voir. Peut-être que je vais m'arrêter quand même pour moi de toute façon. Si jamais je trouve quelque chose de majeur, ben, je vous le dirai. Puis c'est pas grave, je ne m'enfargerai pas dans les détails de mon petit projet. Alors, à tout bientôt. Hey, bonjour! Alors, je vous reprends aujourd'hui et j'essaie de faire ça rapidement parce que pour vous prendre, j'ai d'abord fait refroidir la chambre avec la clim, mais je ne peux pas vraiment la laisser rouler pendant que je vous parle, mais vous entendez quand même le fond de ventilateur du plancher en dessous de la chambre. Bref, je fais de mon mieux. Alors, donc, conclusion de ma fameuse de mon vagabondage et de mon je laisse le croque-livre choisir ma lecture. J'ai regardé en fait les 3 livres. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture de chacun des 3, puis je vais vous dire après comment je choisis. Alors, tout d'abord, celui-ci qui est La vie d'un homme inconnu d'Andrei Makin dans son édition de Poche et Point. Alors, c'est parti. En partant pour Saint-Pétersbourg, Choutov, écrivain et ancien dissident, espère fuir l'impasse de sa liaison avec Léa, éprouver de nouveau l'incandescence de ses idéaux de jeunesse et surtout retrouver la femme dont il était amoureux 30 ans auparavant. Son évasion le mènera vers une Russie inconnue où il découvrira l'exemple d'un amour qui se révélera la véritable destination de son voyage. Donc, on est vraiment dans quelque chose, vous voyez un petit peu le topo. Je vais continuer avec le prochain. J'avais intercepté au vol Into the Wild de Jon Krakauer, donc en version originale. Et celui-ci, c'est une enquête, un journalisme d'enquête qui avait été aussi adapté, je pense, en documentaire ou en fiction, en film. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est que Jon Krakauer, qui est un journaliste bien connu, va colliger les faits un peu troublants de la vie trop courte de Chris McCandless, qui semble, de ce que je comprends, être décédé alors qu'il faisait une randonnée. Et dans le fond, il va essayer de mettre en lumière tout ce que la vie sauvage des États-Unis peut donner comme attrait pour les jeunes et le lien qui est complexe entre père et fils. Et puis, dans le fond, ça dit que c'est un classique du journalisme d'investigation ou journalisme d'enquête. Donc,
voilà pour Into the Wild de Jon Krakauer. Et finalement, le premier tome d'une série que ça fait longtemps que je vois rouler très longtemps, que j'ai souvent même, bon, tu vois, ça met 2000, la traduction date de 2005, ça a été écrit en 2003 en langue originale. Et donc, c'est du fantasy jeunesse de Tony DiTillerzi et Holly Black. Donc, c'est le premier tome des chroniques de Spiderwick. Donc, le livre magique, traduction de The Field Guide en anglais, en version originale. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, je ne peux pas vraiment lire la quatrième de couverture parce qu'elle est bloquée. Mais en gros, ça dit « Referme ce livre. Remets-le là où tu l'as pris et va-t'en. Ne le lis pas. » Donc, bon, j'imagine que c'est déjà... Ça me fait un peu penser de la manière dont la structure est faite à un peu, peut-être, je dirais, les orphelins Baudelaire, parce que dans le fond, chaque chapitre est intitulé, par exemple, où les enfants Grace découvrent leur nouvelle maison. Pour ça, chapitre 2e, où 2 murs sont explorés de 2 manières fort différentes l'une de l'autre. Donc, vous voyez un petit peu le topo. C'est du jeunesse avec des illustrations à l'intérieur. Donc, voilà pour les 3. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, bien entendu, j'ai regardé les 4e. Je me suis un peu... j'ai lu un peu, j'ai vu c'était quoi. Je me suis tâtée un peu dans le sens où est-ce que j'ai essayé de vérifier dans quel mood j'étais. Et d'emblée, je suis aussi allée voir s'il y avait des versions audio parce que je ne sais pas trop à quoi va ressembler ma semaine. Puis je me dis que peut-être que je pourrais aussi en écouter en audio puis en lire en papier. Donc, au départ, j'ai pas trouvé de version audio d'Andrea Makin. Puis je vous dirais que même si ça me paraît intéressant, je suis pas dans ce mood-là en ce moment. Donc, Andrea Makin a comme un peu pris la tangente du peut-être retourner en boîte à livres. Et il me reste Jon Krakauer et Spiderwick. Le journalisme d'enquête, ça m'intéresse toujours. Je l'ai trouvé en livre audio. Et Spiderwick aussi est en livre audio et ça dure 1 heure. Donc, je me suis demandé si je faisais pas les deux finalement, parce que les deux m'intéressent pour des raisons différentes. Je pourrais peut-être écouter Into the Wild cette semaine et lire Spiderwick en papier ou l'écouter demain matin. Puis de toute façon, j'ai beaucoup de déplacements, fait que en même pas un déplacement avec elle que je vais l'avoir terminé. Puis continuer avec Into the Wild. Fait que ça se peut que je lise. C'est sûr que je vais lire celui-ci. Donc Spiderwick, c'est pas mal mon choix. Mais là, dans le fond, en relisant Into the Wild, ça me tente d'essayer. Donc, je vais peut-être aussi me mettre en livre audio. Donc, potentiellement, ces livres-là, mes lectures, complètement éclectiques. Sinon, j'étais passée à la librairie parce que je voulais tout d'abord faire un achat qui était une décision consciente. Vous allez comprendre pourquoi. C'est dans le cadre du, dans le fond, de la gang qui soutient Alex Bouquin en Prada sur son Patreon, dont je fais partie. Et cet été, elle a décidé de créer un espèce de défi littéraire estival exclusif pour les gens qui la soutiennent. Puis c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle Lecture olympique. Évidemment, je vous invite à aller voir sur son Patreon, peut-être vous abonner si ça vous tente. Il y a vraiment des catégories inspirantes. Et ça va être un défi qui divise les gens en 4 équipes et c'est 4 lectures communes potentielles. Et dans celle qu'il y avait, j'en avais déjà lu 2 sur 4, mais j'ai décidé de me lancer dans celle-là, qui va être une relecture, parce que c'est, et oui, j'ai finalement craqué pour une édition de Monsieur Toussaint l'Ouverture en relié. Donc, le premier tome de Emily de New Moon, il a été traduit en nouvelle traduction dans le fond. Cacher ma face, je pense que ça devrait être pas mal. Est-ce que je vais y arriver? Non. Oui. Donc, Emily de New Moon, ils l'ont traduit comme ça. Donc, pour information, premièrement, c'est une traduction française. C'est une traduction française faite par une Française. Moi, j'ai grandi avec Alice Maud Montgomery ici au Québec parce qu'évidemment, Alice Maud Montgomery est une autrice canadienne bien reconnue, un classique de l'enfance. J'ai découvert c'est Anne la Maison au Pignon Vert très jeune. J'ai découvert c'est Émilie de la Nouvelle Lune, traduit ici au Québec. C'est traduit par Émilie de la Nouvelle Lune et non pas Émilie de New Moon. J'ai découvert très tôt avec la traduction de Paul Daveluy, qui est une autrice québécoise, qui était une autrice québécoise et une traductrice. Je crois qu'elle est décédée, je vérifierai. Elle avait traduit ça, puis ça avait fait un travail vraiment pour avoir relu après les Anne et les Émilie de la Nouvelle Lune. Elle a fait un travail d'orfèvre pour respecter l'esprit de la plume de Alice Maud Montgomery. Donc, toute jeune, je les ai lus en version française, mais traduit par une autrice québécoise qui avait essayé de vraiment se rapprocher le plus possible de l'écriture. Et ensuite, je les ai lus en version originale. Donc, c'est sûr qu'après ça, j'ai retrouvé la plume de Alice Maud Montgomery.
Et là, c'est une des lectures communes, le premier tome de la série Emily de New Moon, parce que M. Toussaint Louverture décide de les sortir dans ces super belles éditions-là. Après avoir sorti les Anne, il sort les Emily la Nouvelle Lune et il va y avoir un second tome qui va sortir cet été. Puis je me disais que je garde beaucoup des éditions jolies des séries que j'aime dans langue originale, mais peut-être que celle-là, j'avais envie de l'avoir en français. Et j'admets qu'au Québec, probablement, il n'y a pas eu de rééditions qui sont intéressantes vraiment. C'est Québec-Amérique pour Anne, la Maison au Pignon Vert, mais pour Émilie la Nouvelle Lune, il n'y a pas rien qui a été refait. Ça date dans le temps. Là. Je vous mettrai les couvertures si j'ai trop de Pierre Tisseur. Vous allez voir, c'est vraiment, on est loin de ça. Et donc, j'ai essayé d'essayer. Donc, je l'ai acheté pour ça. Évidemment que c'était une dépense, mais dans le fond, pour ces lectures communes-là, habituellement, je fais toujours un achat. Et là, ben, je me suis dit que c'était une édition collector. J'ai lu les premières pages et déjà, ça m'énerve. Parce que dans la Nouvelle Lune, il y a des concepts, puis dans le fond, ce que je vois, c'est qu'ils ont traduit des noms. Puis ça m'énerve beaucoup. Parce qu'ils ont traduit des noms, évidemment, un peu avec une traduction qui a une autre tangente que celle à laquelle j'étais habituée. Et ils ont traduit des choses qui n'avaient pas nécessairement été traduites dans la version de Paul Laveluy. Et entre autres, un concept qui est assez majeur dans l'œuvre de Émilie la Nouvelle Lune, qui est ce qu'elle appelle The Flash, qui est comme un moment de grâce spirituelle, mettons, et qui a toujours été traduit par Paul Laveluy comme le déclic. Et pour moi, c'est comme ça que je le voyais. Je trouvais qu'après avoir lu, ça correspondait vraiment. Mais là, en français, ils l'ont traduit par, entre guillemets, l'illumination. En même temps, ça se rapproche peut-être d'un état de grâce spirituelle, comme je l'ai décrit, mais pour moi, on dirait que j'accroche déjà. Puis en plus, ils ont traduit le nom d'un des chats d'Émilie, parce que c'était Saucy Sal en anglais. Puis Saucy, c'est genre, c'est comme un peu, pas arrogante, mais comme un peu arrogante dans le fond. Puis là, ils l'ont traduit par Sale, la canaille. Puis là, on dirait que ça m'énerve. C'est pas grave. Donc, premier achat que j'ai fait. Ensuite, j'ai décidé d'acheter un livre dont j'ai entendu parler chez Jeannot, ce livre qui m'intrigue beaucoup, c'est Journal d'un vide de Amy Yagi chez 10-18 version poche. Et je vous lis la quatrième de couverture, puis je vais faire ça rapidement parce que je commence vraiment à avoir chaud. Seule femme de son équipe, Madame Shibata, une trentenaire diplômée, hérite des tâches quotidiennes les plus ingrates. Faire le café, ranger la salle de réunion, laver les tasses sales de tous ses homologues masculins. Mais un jour, dans un accès de rébellion non prémédité, elle refuse. Du fait de sa grossesse, annonce-t-elle. Selon l'ombre au tableau, Madame Shibata n'est pas enceinte. Une mécanique folle se met alors en marche tandis qu'une nouvelle vie s'offre à elle. Ses conditions la protègent désormais des heures supplémentaires, de la photocopieuse et de la machine à café. Elle peut enfin se reposer et même assister à sa première échographie. Alors que son ventre grossit et que la frontière avec la réalité s'estompe, une question demeure. Jusqu'où cette grossesse peut-elle aller? C'est vraiment intéressant comme concept. Vous savez que je suis toujours à la recherche d'une plume de littérature japonaise qui va m'attirer. Donc, celui-ci me tentait bien. Avouez quand même que c'est super intriguant. Et sinon, j'avais vu passer ce petit essai-là. Je l'avais vu passer sur les libraires, tout simplement, parce que c'était une nouveauté. Et c'est les formats micro de chez Éditions du Remis Ménage. Et ça s'intitule Palestine. Et c'est Palestine, un féminisme de libération de Nada Elia. Et à l'arrière, ça dit « Comment expliquer qu'Israël, malgré ses attaques meurtrières à Gaza et sa violation du droit international, reste à l'abri de toute véritable critique? Pourquoi de nombreuses féministes du Nord global, si promptes à dénoncer l'impact du fondamentalisme islamique sur les femmes palestiniennes, restent-elles silencieuses quand il s'agit de décrier l'occupation et le génocide que perpétue l'État israélien en Palestine? » En déconstruisant les associations fallacieuses entre antisionisme et antisémitisme, la professeure et militante palestinienne Nada Elia, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, rappelle la place des femmes et des personnes queer dans la lutte pour la libération de la Palestine et revendique le démantèlement des structures coloniales qui écrasent le peuple de Gaza et de Cisjordanie. Oui, la Palestine est plus que jamais un enjeu féministe. Intéressant, hein? Donc voilà, c'est tout récemment paru si jamais ça vous dit. Ça, c'est dans ma catégorie essai. Alors, voilà pour le petit haul, donc le fameux haul que j'ai fait en librairie. Et je vous ai montré mon choix potentiel de lecture. Alors, sur ces bonnes paroles, comme je suis en train de fondre littéralement, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire pour vous offrir un peu de contenu? Je vais vous dire à tout bientôt.
Hey, bonsoir! Alors, je fais un petit coucou en direct d'une luminosité un peu douteuse parce que il pleut. Il pleut des cordes aujourd'hui, c'est fou. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous parler parce que, en fait, finalement, je me suis lancée après tout ce concept de la boîte à livres décide qu'est-ce que je lis. J'ai décidé de me plonger finalement dans le premier tome des Spiderwick. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi. Et ma foi, quelle chouette idée! C'est super vieux comme série. Mais bon, c'est sûr que le fantasy, c'est pas vraiment mon genre habituellement, mais c'est tellement excellent, là. Alors, comment vous dire? En gros, euh, une fratrie. Donc, Simon et Jared, et puis Mallory. Donc, Simon et Jared, c'est des jumeaux. Mallory, c'est leur grande sœur de 13 ans. Et ils vont déménager avec leur mère dans la maison de leur tante Lucinda parce que leur papa a décidé de les quitter à cause d'un nouveau travail. Donc, c'est une séparation et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. Puis, bon, ben, ils sont un petit peu mal pris. Puis, en attendant, la tante Lucinda, en fait, ils vont occuper la maison de la tante Lucinda, mais qui est en fait, eux, leur grande tante. Parce qu'en fait, c'est la tante de leur mère. Et la tante Lucinda, en fait, n'est pas dans cette maison-là parce qu'elle est dans un hôpital qui offre des soins psychiatriques, entre autres. Donc, ils vont arriver là, c'est une espèce de grand manoir un peu grinçant et tout. Ils n'ont pas envie d'être là, ni aucun des trois. C'est pas une situation facile parce que la séparation et tout ça. Et quand ils vont arriver là, tout de suite, ils vont réaliser qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent. On aurait dit que quand ils rentrent, en fait, Jared, il entend déjà des choses dans les murs, comme s'il y a quelque chose qui se passait. Puis bon, leur premier soir dans la chambre, Jared puis Simon, ils vont partager la même chambre. Et ils vont réaliser, en fait, qu'il y a quelque chose potentiellement et ils vont essayer d'identifier ce que c'est. Assez rapidement, on va les voir déterminer ce que c'est exactement. Puis je pense que je vous en dirai pas plus. Bien entendu, on est dans un univers où il y a quand même des créatures magiques. Donc, c'est un monde où c'est l'univers du présent. C'est plus du fantastique, finalement, pas du fantasy. C'est du fantastique. Parce que dans le fond, il y a des éléments de merveilleux qui sont là. Mais on est vraiment dans un monde régulier. Donc, on peut faire le parallèle très lointain avec Harry Potter. Donc, c'est vraiment comme il y a un monde qui existe en parallèle, mais que c'est pas tout le monde qui a conscience que c'est là. Et donc, voilà, on va les voir partir en quête de qu'est-ce qui se passe exactement. Surtout que à partir du moment où ils découvrent qu'il y a peut-être quelque chose dans les murs, il y a vraiment des choses horribles qui vont arriver. Mallory va se retrouver le matin, à un moment donné, avec les cheveux attachés à son lit, avec plein de bleus sur elle. Donc, il y a comme des espèces de mauvais coups qui vont se faire et tout. Et plus ça va aller, puis plus ils vont essayer de trouver ce qui va se passer. Ça va toujours être un peu mené par Jared, qui, dans les deux jumeaux, est celui qui peut-être vit pas le vit le moins bien. Les trois vivent pas bien la séparation, mais lui, il a beaucoup d'émotions, pour qu'il n'arrive pas à les gérer. Donc, lui, ça sort beaucoup par la colère. Il y a eu des troubles un petit peu à l'école aussi, parce que, bon, ça avait sorti un peu en agressivité. Simon, il est dans sa bulle, parce que c'est comme un entomologiste en herbe, puis en fait, ou un vétérinaire en herbe, mais il aime tout ce qui est animaux, insectes, fait qu'il est vraiment focusé sur sa passion. Puis Mallory, ben, c'est une adolescente un peu typique de 13 ans, mais c'est surtout quelqu'un qui est passionné par l'escrime. Donc, on dirait que les deux autres, le frère et la sœur, ont comme leur passion, puis Jared, il a comme pas encore vraiment trouvé, on dirait qu'il manque un peu de repères et d'ancrage. Donc, ça va être mené par Jared, cette espèce de quête-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont éventuellement trouver qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans les murs. Ils vont éventuellement aussi trouver quelque chose qui fait une référence à leur famille, donc quelque chose qui aurait appartenu à un Arthur Spiderwick, qui se trouve à être le père de Lucinda, donc la tante. Bref, ils vont découvrir qu'il y a ça, mais c'est vraiment dans un monde parallèle. Puis, je vous en dirai pas plus parce que sinon je vais tout vous raconter, mais en gros, c'est une série qui a un rythme complètement effréné.
les, les actions s'enchaînent. C'est vraiment excellent. On va très rapidement s'attacher aux personnages qui ont des caractères bien définis. On n'est pas non plus nécessairement dans les stéréotypes. Là. Donc, à part le fait que peut-être la maman n'est pas super, la maman des 3 enfants, elle n'est pas super présente. En même temps, elle vient de vivre une séparation, donc on peut le comprendre, mais elle est plutôt du type sévère. Donc, comme tout livre fantastique, il faut habituellement que soit les enfants soient orphelins. Par exemple, je vous disais, on faisait référence peut-être aux orphelins Baudelaire, donc ça, c'était Lemony Snicket, ou que les parents ne soient pas très présents. Et dans ce cas-ci, c'est un peu ça qui fait que ça peut arriver parce que la mère est là, mais elle essaie de un peu se dépatouiller dans la nouvelle situation, donc elle est moins présente auprès des enfants. Puis elle se fie quand même un peu sur Mallory qui a 13 ans pour s'occuper un peu des enfants des fois aussi, parce que ses frères ont, je pense, il me semble qu'ils ont 9 ans, les deux garçons. Et donc, c'est ça, comme je vous disais, on s'attache vraiment gros au personnage. On n'est pas dans les clichés. On est dans l'action totale. Et ce sont des très courts livres. Donc, je vous confirme, ben, je ne sais pas c'est quoi l'âge qui était précisé. Je vous dirais que c'est du 7-9 ans, potentiellement. Je ne sais pas. Il disait 12 ans et plus. Ben, OK, peut-être 12 ans et plus, mais en fait, je pense vraiment que c'est pensé pour un plus jeune public. Peut-être 8-10 ans, je dirais. 12 ans, de nos jours, je suis pas sûre que ça passerait. C'est sûr qu'il y a peut-être une dimension de le monde magique qui est en parallèle, qui découvre, il n'est pas super bienveillant. Donc, dans le sens qu'il n'y a pas de la torture, mais c'est un monde qui refuse de cohabiter avec des humains ou qui refuse d'interagir avec les humains, puis dont les réactions sont assez vives, voire menaçantes, voire les enfants sont sauvés de, entre guillemets, presque une mort éventuellement plusieurs fois. Mais on n'est pas vraiment dans le détail, ce qui fait que c'est pour moi, c'est pour ça que je me dis 12 ans et plus. Je suis pas sûre que ça marquerait l'imaginaire à ce point-là. Donc, voilà. Et on est vraiment dans comme je vous dis, un typique roman fantastique où est-ce que il va y avoir des millions de péripéties, plein de revirements de situation. Et à chaque fin de tome, c'est comme 114 pages pour chaque tome. Ça se lit extrêmement vite, mais bon, moi, c'est sûr, je lis vite, là, mais je dis même pour un enfant, ça se lit vite. Vous avez vu que les éditions sont quand même assez aérées avec les illustrations. Ça se termine sur des révélations chocs qui ne peuvent que faire en sorte qu'on a absolument envie d'enchaîner avec les tomes suivants. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai commencé ce tome-là hier, je pense. Je pense que oui. On est mardi aujourd'hui? Oui. Donc hier, non, on est mercredi aujourd'hui. J'ai commencé peut-être lundi. Lundi soir, j'ai commencé le tome 1. Puis ça s'est terminé sur une révélation complètement rocambolesque. Puis je voulais absolument savoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc là, j'ai trouvé le tome 2 en numérique. Et que je l'ai lu. Puis là, ben, le tome 2 s'est terminé aussi sur pendant une révélation. Et le tome 3 s'intitulait Lucinda's Secret. Donc, la tante Lucinda, quand elle est allée à sa rencontre finalement, puis savoir est-ce qu'elle avait vraiment un problème de santé mentale ou peut-être qu'elle était à l'affût de chercher des vérités par rapport au monde magique, puis ça n'a juste pas passé. Donc, je les ai enchaînés, en fait, les 3. J'ai juste terminé le tome 3. Puis il y en a 5 au total dans le premier cycle. Il y a 2 cycles, je pense que c'est... Le premier, c'est les chroniques de Spiderwick. Le deuxième, c'est... Ben, en fait, en anglais, je les ai lus en anglais, mais c'est donc Spiderwick Chronicles. Je sais jamais. Chronicles, je pense. Et le deuxième, je pense que c'est Beyond Spiderwick. Donc, je pense que ça se suit éventuellement. Je pense que c'est une cycle de peut-être 3 autres tomes. Mais l'histoire originale, c'est 5 tomes. Puis, en fait, c'est juste que j'ai pas accès aux tomes 4 et 5, mais sinon, je les aurais enchaînés. Fait que c'est pour vous dire, c'est pas mon compte de prédilection. Je ne suis pas le public cible parce que c'est pour vraiment des 8-10 ans. Et c'est extrêmement bien fait. Donc, vraiment, je sais que c'est vieux, puis mais moi, comme bibliothécaire, je me dirais, ça marche encore. Mais comme, lisez-le, suggérez-le, c'est vraiment excellent. Puis les dessins dans les éditions sont intéressants. C'est fait par Holly Black. Et dans la dédicace au départ, c'est indiqué que... en fait, c'est pas Holly Black, c'est Tony Tilerzi. Est-ce que c'est écrit par Holly Black ou pas? Puis je dis toujours Tony Tilerzi, mais c'est Tony Di Terlizzi. Je me mélange toujours. Terlizzi, oui. Pas Tilerzi. Terlizzi. Je ne sais pas c'est qui est l'auteur, mais bref. Tony Di Terlizzi dit qu'il dédie le livre à Arthur Rackham, qui est
un des illustrateurs que j'adore, qui fait vraiment dans le vieillot un peu, qui a entre autres illustré, ben, qui est beaucoup spécialisé dans tout ce qui est fée, puis justement monde un peu merveilleux, mais qui a fait une édition entre autres de Alice au Pays des Merveilles, qui est extraordinaire, est en langue originale, mais genre, sincèrement, c'est vraiment intéressant. On voit Alice d'un autre œil complètement. Donc, ça a été dédié à ça. Puis quand j'ai vu ça dans la dédicace, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vraiment parfait pour moi. Puis c'est vrai que les illustrations font un peu penser, ben, c'est sûr qu'ils sont seulement des illustrations à traits seulement, donc on n'est pas nécessairement. Mais il y a un petit quelque chose quand même un peu d'Arthur Rackham, la finesse du trait, puis le côté un peu visage allongé. Arthur Rackham travaille beaucoup sur les visages allongés. Bon, je vais vous présenter Mallory Grace, mettons. Donc, vous voyez un peu le genre de trait. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Donc, super lecture. C'est pas des coups de cœur parce que, bon, je suis pas vraiment le public cible, mais donc, je sais pas, je pourrais pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est complètement prenant. C'est super bien fait. C'est habile. Le rythme est hyper rapide. Bien, c'est sûr que pour un enfant, c'est parfait, mais pour un adulte, on perçoit que c'est rapide. Mais on a vraiment envie de savoir. Potentiellement, c'est peut-être un livre qui pourrait être, disons, pour nous autres, mis en un intégral de peut-être 450 pages. Jusque-là, c'est des petites tranches de 114 pages. Mais je trouve que c'est parfait en plus pour cet âge-là ou ce niveau de lecture-là. Un jeune qui aime un peu le fantastique, qui a peut-être peur un peu des gros livres, ça s'enchaîne. Puis c'est sûr qu'on veut absolument avoir les tomes d'après. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Seul petit bémol, c'est que si jamais vous le proposez à des jeunes enfants, assurez-vous d'avoir accès aux 5 tomes pas mal en enchaînement si votre enfant ou l'enfant à qui vous l'avez suggéré lit rapidement. Parce qu'on peut pas, on trépigne d'impatience. Comme là, j'ai été coupée dans mon élan et j'ai pas accès aux tomes 4 et 5. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais c'est quoi le secret de Lucinda, mais après ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis il se passe vraiment des choses. Plus ça va, puis plus on s'enfonce justement dans une quête qui a des ramifications beaucoup plus profondes que ce qu'on pense. De la révélation de secrets de famille, évidemment à hauteur d'enfant, mais qui sont beaucoup plus grands. Puis en parallèle de ça, ça aborde aussi des sujets comme justement là, la séparation des parents, le départ d'un être cher, qui pour un enfant va être perçu comme un abandon. Mais est-ce que c'est toujours un départ qui est voulu comme un abandon? Est-ce que c'est toujours voulu comme départ? Donc, c'est intéressant parce que malgré le fait que ce soit super haletant et qu'on est zéro dans genre les romans pour apprendre quelque chose, il y a quand même ces petits thèmes-là qui sont abordés, de même que la relation entre la fratrie, évidemment, qu'ils ne s'aiment pas toujours, sont pas toujours d'accord, mais dans le fond, il finit par avoir une certaine solidarité. Mais c'est pas non plus magique Magique. C'est pas non plus, excusez, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est pas non plus genre la solidarité forcée qu'on se dit, ah ben oui, c'est une histoire, ils vont tous s'aimer à la fin, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt le côté humain que des fois, ils vont s'aider, des fois moins. Mais au bout du compte, il reste des frères et sœurs, puis il y a vraiment un lien fort. Donc, comme vous pouvez voir, ça m'a vraiment convaincue. Alors, merci Croque-Livre de m'avoir proposé cette série. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Puis, ben, c'est sûr que celui-là, comme il est en français, je l'ai lu en anglais. Je pense que la traduction serait correcte. C'est du fantastique. C'est pas critique. Je veux dire, je pense que le lire en français, ce serait pas problématique non plus. Même s'il est un peu usé, je pense que je vais le mettre dans un croquis de mon village parce que peut-être qu'il y a un jeune qui va voir le lire, puis ça va lui faire plaisir. Donc, voilà. Et pour rester un peu dans le même ordre d'idée que je vous disais Arthur Rackham qui faisait des illustrations pour le Alice au Pays des Merveilles, je me suis aussi commandé un petit quelque chose, mais ça, c'est vraiment pas. C'est en usager, mais malheureusement, il y a un peu morflé à faire mon transport, moi et mon karma. Je me suis commandé la première version, mais la version qui a précédé le Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, c'est-à-dire sa première version qu'il a faite, qui était potentiellement destinée à la jeune fille qui aurait en fait l'enfant, parce que c'était pas une jeune fille, pour qui il aurait écrit cette histoire-là, puis de qui un peu Alice aurait été inspirée. Donc, ça s'intitule à ce moment-là, avant qu'il soit retravaillé, Alice's Adventures Underground. Donc là, c'est dans une édition super cool chez Cider Mill Press. Et c'est illustré par Charles Santori, mais c'est quand même le texte intégral. Puis, ben, c'est sûr qu'on retrouve quand même un peu l'esprit de Alice au Pays des Merveilles, même dans la mise en page. Mais vous voyez que ça. Mais je trouvais ça intéressant. Premièrement, c'est un illustrateur différent. Je suis quand même vraiment vendue à Arthur Rackham. Mais je suis quand même curieuse de voir si ça avait été pensé de quelle façon au départ. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Ça, c'est une petite réception là, que je me suis offerte. Mais c'est vraiment plus dans mes livres de collection. Mais je trouve ça intéressant de le découvrir. Et sinon, je me suis lancée dans une autre lecture audio parce que j'avais pas le choix.
parce que le 4e tome de la série des Malocènes de Daniel Pénac est enfin disponible en livre audio lu par l'auteur, donc par Daniel Pénac. Et là, je ne pouvais pas résister là, parce que, je veux dire, c'est vraiment le summum. Cette série-là est parfaite. Et lue par Daniel Pénac, c'est quelque chose, ça vaut vraiment le coup. Alors, je me suis lancée là-dedans. Je l'ai commencé hier, je pense, puis j'ai vraiment écouté dès que j'avais un instant donc, de libre. Donc, je suis très bien avancée. On est dans le tome 4. C'est sûr que là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les tomes précédents, donc je ne peux pas vraiment vous en parler énormément, mais on retrouve la fameuse famille Malocène, donc le grand frère Benjamin Malocène et toute la Smala qui est là avec ses frères et sœurs, les nouveaux arrivés qui sont arrivés dans les derniers tomes, sa fameuse Julie avec qui rencontre dans le premier tome. Et là, on est dans un tome où Benjamin Malocène va, après avoir vécu presque une expérience de mort dans le dernier tome, puis je vous dirai pas trop, parce que ça vous divulgage pas tant que ça, parce que de toute façon, vous savez bien que s'il y a 7 tombes, mais il n'est pas décédé, mais c'est quand même majeur. Ça fait en sorte qu'il va finir par dire oui à sa propre reproduction, donc essayer d'avoir un enfant. C'est là-dessus qu'on est dans ce tome-là. Mais bien évidemment, pour Benjamin Malocène, ça peut jamais vraiment être simple, ça peut jamais vraiment se passer comme c'est prévu. Et le fait qu'ils vont vouloir avoir un enfant, ça va les mettre, faire croiser leur chemin avec des gens qui sont finalement inextricablement liés à un autre parcours qui n'est pas exactement tout de lumière vêtu, ce parcours-là. Et c'est lié beaucoup au cinéma. Donc, c'est vraiment un livre qui se plonge dans justement les premiers pas du cinéma, l'essence en fait du cinéma et tout ça. Donc, c'est super intéressant peut-être pour les cinéphiles. Ceux qui aiment faire du cinéma et tout ça, ou qui connaissent bien le cinéma de répertoire, c'est vraiment un tome qui est vraiment centré là-dessus. Ça va tourner autour d'un cinéma justement de répertoire à Belleville qui est un peu menacé de fermeture, de fameux films mythiques qui seraient potentiellement à diffuser seulement à un nombre restreint de spectateurs. Et les gens qui sont impliqués, évidemment, vont finir par avoir des destins qui vont être un petit peu liés indirectement avec la famille Malocène et ça tourne jamais exactement bien dans ces cas-là. Donc, je suis bien contente. J'adore la version de Daniel Pénac. C'est une relecture pour moi, mais c'est sûr que ça fait quand même un moment que je ne les ai pas relus. Puis voyez-vous, quand on a commencé Monsieur Malocène, je me demandais, ce tome-ci, dans le fond, je me demandais si c'était de... Pour moi, j'ai tellement intégré la progression de la série Malocène au complet que pour moi, je le perçois d'un bloc. Je ne sais jamais quel tome concerne quelle partie. Donc là, je me suis dit, ah, on est dans quelle partie, dans le fond, de l'évolution de la famille Malocène dans celui-là. Puis là, maintenant, je me suis un peu replacée. Mais j'aime beaucoup ça, c'est super intéressant. Puis comme je m'en souviens pas mal quand même par bout, mais c'est un livre ce qui importe, c'est la manière dont c'est raconté. La plume de Daniel Pénac est tellement exquise dans le sens où c'est pas une plume qui s'écoute parler. En même temps, c'est comme une plume qui est un peu à l'oral, c'est un peu une plume qui interagit avec le lecteur, mais de façon vraiment avec finesse puis avec humour. En même temps, on est vraiment gros, encore une fois, dans tout ce qui est en demi-teinte dans l'humain. Dans différentes angoisses, comme là, ça va aborder potentiellement la parentalité et même la parentalité potentiellement aussi dans la partie qui est plus comme enquête ou problématique criminelle qui va se passer en parallèle. Donc, ça a toujours l'air d'être comme, je sais pas, un peu comme juste atypique ou niché, mais finalement, c'est super accessible, super agréable. C'est des livres que je considère qui sont des feel-good, mais qui te permettent quand même d'être confronté quand même dans tes repères, de te poser des questions, de t'inquiéter pour les personnages et tout ça. Puis c'est surtout une famille de personnages que je retrouve toujours avec plaisir. Une famille dont j'aurais bien voulu faire partie quand j'étais plus jeune. Je me semble que j'aimerais ça faire partie de cette famille-là. Malgré qu'elle n'a pas un karma super top, donc je ne sais pas si j'oserais vouloir faire partie de cette famille-là, parce qu'il leur arrive juste des emmerdes, c'est fou. Donc voilà pour ma lecture en cours. Puis ben là, c'est sûr que le vlog avance quand même pas mal, le temps est quand même assez long, là, justement, là, la longueur du vlog jusqu'à maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le 4e tome de livre audio, je vais vous revenir sur celui-là, puis ensuite on verra.
En même temps, j'ai quand même une BD que à laquelle j'ai fini par avoir accès en version numérique, que j'ai découverte par le biais de Laura's Readings. Et si j'ai le temps, je vais peut-être la lire d'ici vendredi aussi, puis vous en parler. Sinon, ce sera pour le prochain vlog. Mais de toute façon, je reviens dès que je peux. Allez, à tout bientôt! Et bien le bonjour! Alors, sur fond de mon savoureux voisin qui fait toujours le gazon pendant que le vendredi matin, je suis en congé. Eh bien, merci voisin! Je vais vous parler de ma dernière lecture audio. Donc, je viens tout juste de terminer cette fameuse relecture découverte du 4e tome de la série des Malocènes de Daniel Pénac, lu par Daniel Pénac. Et ça a été encore une fois une aventure complètement précieuse, savoureuse. C'est un tome dont je me souvenais, j'avais l'impression, en fait, je me souvenais vraiment des tenants et aboutissants, mais je me souvenais plus de la façon dont c'était narré. Et c'est un tome, en fait, maintenant que je l'ai relu, je l'ai réécouté, dont je me souviens qu'il y avait vraiment une structure particulière. Donc, on joue vraiment beaucoup avec la structure narrative dans celui-là, jusqu'à complètement rendre confus le lecteur. Et il y a une toute nouvelle dynamique d'interaction avec le lecteur, donc de briser le 4e mur qui est installé dans celui-ci. C'est déjà le cas avec les Malocènes parce que le narrateur, qui est absolument Benjamin Malocène, se gêne pas trop pour comme un peu prendre le lecteur à témoin. Mais là, dans celui-ci, sans trop vous en dire, disons que je peux pas trop vous en dire. Il y a vraiment une originalité dans la structure narrative. Et c'est un tome, quand je me souviens quand je l'avais lu, c'est un tome qui sent un peu la fin d'une tétralogie. Bon, la saga Malocène, c'est pas une tétralogie, c'est une série que, si je me souviens bien, 7 tomes dans le premier cycle, puis 2 tomes dans le second. Mais il y a eu un grand moment entre la fin de Monsieur Malocène et les autres, et j'ai toujours perçu les autres tomes comme un peu des hors-séries, mais donc dans l'univers de, disons, dans le fond. Parce qu'on suit évidemment encore la famille Malocène, mais on est un petit peu plus dans certains des membres de la famille Malocène en particulier. Donc, pour moi, le noyau de la saga Malocène, c'est vraiment les 4 premiers tomes du premier cycle. Puis c'est vrai qu'on le sent, parce que dans celui-là, c'est aussi un tome qui, par la force des choses, va rappeler la majeure partie des personnages qui étaient dans les 3 premiers. Donc, il a un peu fait cette formule-là aussi dans le dernier tome, le tout dernier tome du 2e cycle de la saga Malocène, Daniel Pénac. Un peu comme pour notre plaisir de lecteur, mais dans ce cas-ci, on n'a pas l'impression que c'est plaqué, là, c'est vraiment, c'est tout à fait logique par rapport à l'intrigue qui est quand même rocambolesque. Et comme je vous dis, c'est vraiment, ça se passe dans le milieu du cinéma. On aborde différents thèmes comme toujours par la bande. Comme je vous dis, beaucoup la parentalité dans des contextes particuliers ou contextes plus difficiles. La parentalité, la diversité des parentalités possibles, j'en dirais pas plus. En plus de cette espèce d'enquête sordide-là qui va faire ressortir, disons, un passé qui avait peut-être pas encore clos tous les dossiers contre Malocène. Super intéressant. Beaucoup aimé retrouver les personnages. Quand même trouvé, avant que je me souvienne qu'il y avait un revirement de situation narratif qui se passait en plein cœur du 4e tome, je me suis posé la question, je me disais, il me semble que ça s'étirait pas tant que ça, mais sachez que soyez patient avec celui-là, il y a vraiment un style différent, donc oui, ça peut nous apparaître comme quelque chose de bizarre, à la limite de est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de poursuivre, mais il faut s'accrocher, ça vaut le coup. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Je sais que Daniel Pénac, c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure. Il y a des gens qui aiment beaucoup Daniel Pénac, puis d'autres pas du tout. Je vous dirais pour ceux qui sont peut-être un peu plus neufs avec Daniel Pénac, puis qui ont essayé de lire ses livres, même si moi je les trouve assez accessibles, les Malocènes, si jamais vous voulez vous faire une idée vraiment de c'est quoi le souffle de la plume de Daniel Pénac, décidément, les versions audio lues par Daniel Pénac des 4 premiers tomes de la saga, ça vaut la peine de les écouter. Vous allez voir que vous ne verrez plus jamais la plume de Daniel Pénac de la même façon. Parce que bien entendu, c'est l'auteur qui lit. C'est aussi un auteur qui, si vous ne le saviez pas, a été professeur longtemps de français et dans des classes des fois qui étaient considérées comme difficiles et qui a toujours mis de l'avant, lui, enseigner avec la littérature, en gros, parce qu'il faisait beaucoup de lecture à voix haute dans ses cours. Donc, c'est pas non plus un auteur qui n'est pas à l'aise avec la lecture à voix haute. Ce qui fait que ça me donne vraiment une plus-value. Ça met de l'avant, en fait, tout le sens qu'il voulait donner, en fait, aux mots qu'il a choisi pour ces livres-là. Donc, je trouve que si jamais, avant de dire que Malocène, que Daniel Pénac et la saga des Malocènes, c'est pas pour vous, je vous suggère d'écouter au moins un de ces tomes-là en livre audio, parce que là, vous allez vraiment avoir la plume qui se déploie, puis vous allez pouvoir voir si c'est pour vous ou pas. Parce qu'il y a vraiment un côté... c'est vraiment du... C'est du
je sais pas comment dire. C'est une saga familiale cozy mystery surréalistico-humoristique. Donc, c'est comme ça que je perçois Daniel Pinac, puis j'ai jamais vraiment réussi à mettre la main sur un auteur par après qui avait un peu exactement cette approche-là. Évidemment, c'est normal, les auteurs sont tous singuliers, leurs plumes sont toutes singulières, mais c'est ça. Donc, je continuerai toujours jusqu'à la fin de mes jours de vous proposer de découvrir la plume, puis je pense que vraiment, les livres audio, c'est une bonne façon dans ce cas-ci, puis c'est drôle parce que c'est vraiment une façon en adéquation avec qu'est-ce qui, pour Daniel Pinac, est une façon d'être un passeur littéraire, c'est-à-dire de permettre à des adultes d'écouter des histoires ou d'écouter des romans pour justement percevoir toutes les couches en fait du texte. Donc, voilà pour ma lecture terminée et ce sera la dernière de ce vlog-ci. Donc, vous allez avoir eu finalement 2 gros romans puis un petit blitz de lecture surprise croque-livre. Je vais donc mettre fin au vlog. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous permet de peut-être oser des lectures potentiellement. Et si jamais de prendre en note la fameuse série Spiderwick là, pour les plus jeunes ou pour vous, si ça vous dit. Puis d'ici à ce qu'on se revoit, bien évidemment, j'espère que vous avez des belles lectures. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous lisez en ce moment, en cette période estivale. Moi, je sais que je travaille, mais il y en a peut-être qui sont en vacances. Qu'est-ce que vous lisez quand vous êtes en vacances, vous? Est-ce que c'est nécessairement du feel-good? Est-ce que vous vous lancez dans le policier? Est-ce que vous vous lancez dans des grosses briques parce que vous avez le temps de lire ça tout d'un coup? Donc, manifestez-vous, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis, entre-temps, tout ce qu'on a à se dire, nous autres, c'est à la prochaine!